Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 8e épisode de Touche pas à mon peuple, le podcast de la France Insoumise. Cette semaine, Manuel Bompard s'attaque au point politique. Il reviendra sur les passages en force du budget et du budget de la sécurité sociale qui auront de lourdes conséquences sur le quotidien de tous les Français. On se demandera ensemble ce qu'il en est des groupes n'ayant pas voté les motions de censure en réponse au budget austéritaire de la Macronie. Ainsi, nous prenons acte du changement d'alliance du Parti socialiste qui sort de l'opposition à Emmanuel Macron. Manuel Bompard reviendra également sur le scandale d'État dont je suis sûre vous avez entendu parler, celui de l'établissement scolaire Notre-Dame de Bétarame qui opérait un véritable système de violence, notamment à caractère pédocriminel. Suite aux révélations de Mediapart et interrogé sur le sujet par Paul Vannier, François Bayrou a menti. Il aurait couvert sûrement l'une des plus graves affaires pédocriminelles qu'a connue la France ces 50 dernières années. Dans cet épisode, un long sujet est consacré sur cette affaire. On vous expliquera tout en détail. Ensuite, nous avons choisi d'évoquer avec vous une maladie qui refait surface, le scorbut. Mathilde Panot nous expliquera en quoi ce n'est pas seulement une maladie, mais bien une maladie politique. Chaque semaine, l'Institut La Boétie et l'insoumission.fr nous réservent leur carte blanche. Ils reviennent sur les journées économiques d'une part et sur la tragédie des morts de la rue de l'autre. Début février, la 3e édition des rencontres nationales des quartiers populaires était organisée à Toulouse. Elles avaient pour objectif de construire le projet municipal en vue des élections de 2026. On fait le point avec Zaya Hamdan, Carlos Martins Bilongo, Adrien Clouet et Éric Coquerel. Mais pour l'heure, on commence par le point politique. Manuel Bompard, c'est à toi. Bonjour à toutes et tous. Dans la semaine qui vient de s'écouler, le gouvernement de François Bayrou a réussi à échapper à 2 nouvelles motions de censure que nous avions déposées, nous les Insoumis, pour faire face à l'utilisation à 2 reprises du 49.3, de l'article 49.3 de la Constitution, pour passer en force les différentes parties du budget de la sécurité sociale. Ces 2 49.3 et donc ces 2 motions de censure faisaient suite à 2 49.3 et 2 motions de censure qui ont été examinées la semaine précédente et qui concernaient cette fois notamment le budget de l'État. Ces motions de censure n'ont pas été votées par une majorité de députés, notamment parce que le Parti socialiste d'un côté, le Rassemblement national de l'autre, ont fait le choix de sauver le gouvernement de François Bayrou et donc de laisser passer en force, par 49.3, des budgets de l'État et de la sécurité sociale qui sont sans doute les pires budgets de ces 25 dernières années. Les conséquences vont être dramatiques pour la France, pour le peuple. Les conséquences vont être dramatiques pour les fonctionnaires qui vont voir leurs arrêts maladie qui étaient pour l'instant indemnisés à 100%, être désormais indemnisés seulement à 90%. Les conséquences vont être dramatiques pour les apprentis, et notamment les apprentis qui gagnent moins que le SMIC et qui vont désormais devoir payer la CSG, c'est-à-dire à peu près 30 € par mois en moins pour un apprenti qui gagne autour de 1 000 € par mois. Les conséquences vont être dramatiques, évidemment, pour un certain nombre de ministères. Je pense au ministère de l'écologie avec des coupes de plus de 2 milliards d'euros. Je pense au ministère du logement, au ministère de la culture, au ministère des sports ou encore au ministère de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je n'en prends que quelques-uns, mais ce budget est sans aucun doute le pire budget austéritaire depuis des années et des années, alors que nous faisons face à des besoins qui sont des besoins grandissants à l'école publique, dans le secteur de la santé, dans la recherche, alors que s'organise une compétition mondiale, notamment autour du développement des nouvelles méthodes de l'intelligence artificielle. Les conséquences, elles vont être dramatiques aussi pour les petits entrepreneurs, les auto-entrepreneurs, les artisans, les micro-entrepreneurs qui, pour l'instant, en deçà d'un seuil de chiffre d'affaires, ne devaient pas s'acquitter de la TVA et vont devoir désormais le faire, même si, alors que cette mesure était contenue dans le budget de l'État et qu'elle est passée en force par 49.3, elle a désormais été suspendue suite à la pression populaire que nous avons exercée, mais elle n'a toujours pas été abandonnée. Bref, le fait que ce budget de l'État et que ce budget de la sécurité sociale soit passé en force promet pour le pays beaucoup plus de difficultés sociales, promet un impact dramatique sur l'activité économique en France, sur l'incapacité à faire face à l'urgence climatique ou environnementale, ou sur notre incapacité à préparer les grands défis de demain. Mais alors,
Qu'en est-il des groupes qui n'ont pas voté les motions de censure ? Évidemment, le Rassemblement national qui passe son temps à se présenter comme étant un parti du côté du peuple et en particulier de celles et ceux qui ont le plus de difficultés, porte une responsabilité immense dans le fait que ces budgets aient pu passer. Mais il faut noter aussi que le Parti socialiste, en refusant à 5 reprises successives depuis le début du mois de janvier de censurer le gouvernement de François Bayrou, le Parti socialiste a confirmé un changement d'alliance, a préféré quitter les rangs de l'opposition pour rejoindre, au contraire, le soutien sans participation au gouvernement de François Bayrou. Le Parti socialiste nous dit que le budget est mauvais, mais a décidé de le laisser passer. Le Parti socialiste nous dit que le budget de la sécurité sociale est mauvais, mais en refusant de voter la censure, a décidé de le laisser passer. Lorsque les députés socialistes avaient fait le choix de ne pas voter la première motion de censure après le discours de politique générale de François Bayrou au début du mois de janvier, nous avions alerté sur le fait que par cette décision, le Parti socialiste émettait une très lourde difficulté dans le nouveau Front populaire et nous les avions appelés à revenir dans les rangs de l'opposition sur les motions de censure qui seraient déposées au moment de la séquence budgétaire, c'est-à-dire sur le budget de l'État comme sur le budget de la sécurité sociale. En vérité, par leur décision, le Parti socialiste a confirmé sa rupture avec le nouveau Front populaire et nous les Insoumis nous en prenons acte. Le Parti socialiste n'est plus notre partenaire et nous allons continuer à rassembler sur un programme de rupture dans l'opposition claire et sans concession avec le macronisme et dans l'affrontement avec l'extrême droite qui cherche dans cette période difficile à progresser en s'appuyant sur un contexte international et sur la mise en œuvre d'une internationale fasciste qui trouve son impulsion aux États-Unis à travers la figure de Donald Trump et de Elon Musk ou par exemple en Argentine avec la figure de Javier Milei. Face à cette menace de l'extrême droite, il faut de la clarté, il faut certainement aucune ambiguïté dans le rapport au macronisme et par sa décision, le Parti socialiste se met à distance de manière durable du nouveau Front populaire et du rassemblement nécessaire pour faire face à la poursuite et à la pérennité de la politique macroniste comme à la progression ou à la tentative d'accès au pouvoir de l'extrême droite. C'est la raison pour laquelle, dans cette situation, la France insoumise a fixé un objectif de mobilisation en mettant sur la table la date du 22 mars prochain, à l'occasion de la journée internationale contre le racisme, pour une grande mobilisation populaire partout en France, contre le gouvernement Bayrou, contre l'extrême droite et ses idées, puisque le gouvernement de Bayrou annonce maintenant aller sur les terres de l'extrême droite en ouvrant un grand débat sur l'identité nationale et en ouvrant la possibilité de remettre en cause le droit du sol. Cette date du 22 mars, ça sera donc la prochaine date de mobilisation populaire face à cette politique et nous vous appelons toutes et tous à concentrer vos efforts, à concentrer vos actions pour faire en sorte que ces journées de mobilisation soient un grand succès. Ces derniers jours, un scandale d'État a éclaté en France. Bien évidemment, d'ici au 22 mars, beaucoup de choses peuvent se passer. Et on a vu depuis le début de la semaine que le gouvernement de François Bayrou est confronté à un scandale d'État, puisque suite à la question que nous avons posée à l'Assemblée nationale mardi par l'intermédiaire du député Paul Vannier à propos des annonces qui sont parues dans la presse de multiples, très nombreuses violences physiques et violences à caractère pédocriminel dans l'établissement scolaire Notre-Dame de Bétharram dans les Pyrénées-Atlantiques, le gouvernement de François Bayrou et François Bayrou lui-même a choisi de refuser d'assumer ses responsabilités et de mentir mardi devant la représentation nationale en indiquant qu'il n'était au courant de rien, qu'il n'avait jamais été informé de quoi que ce soit. Depuis cette annonce du Premier ministre, de nombreux témoignages, de nombreux éléments révélés par la presse attestent au contraire qu'il avait été informé à plusieurs reprises, dès 1996 en ce qui concerne des cas de violence physique, dès 1998 en ce qui concerne des cas de violence sexuelle et qu'il a décidé de ne rien faire, de ne pas alerter, de ne pas tirer la sonnette d'alarme, de ne pas prendre les mesures nécessaires alors qu'il était jusqu'à 1997 ministre de l'Éducation nationale, qu'il était ensuite député de cette circonscription, président du conseil départemental du département des Pyrénées-Atlantiques dans lequel se situe cet établissement. Il y a donc une situation qui est une situation extrêmement grave d'un Premier ministre qui manifestement a couvert
des cas nombreux et multiples de violences pédocriminelles, et en plus à ajouter à cette complicité, à cette inaction, à ajouter le fait d'avoir menti devant la représentation nationale. Et c'est la raison pour laquelle les Insoumis demandent et considèrent que le Premier ministre est aujourd'hui totalement incapable de rester dans ses fonctions, que sa crédibilité est entamée, que sa responsabilité est entamée et qu'il ne peut pas décemment rester Premier ministre. Et évidemment, dans la semaine qui vient, nous continuerons à interpeller le Premier ministre pour que toute la lumière soit faite sur ce sujet, malgré, on peut l'observer depuis plusieurs jours, une tentative, une grande partie du système médiatique pour essayer de couvrir la responsabilité pourtant clairement engagée de François Bayrou. C'est donc aussi sur ce sujet que nous allons continuer la mobilisation cette semaine, notamment à l'occasion de la prochaine séance de questions au gouvernement. Cette semaine aussi, une nouvelle motion de censure va être soumise au vote à l'Assemblée nationale. Une motion de censure dont tout le monde a compris le caractère extrêmement malhonnête. C'est une motion de censure qui a été déposée par le Parti socialiste, qui, pour masquer son refus de censurer le gouvernement Bayrou sur le budget ou sur le budget de la sécurité sociale, a déposé, a annoncé en tout cas le dépôt d'une motion de censure cette semaine. Pour notre part, nous restons fidèles à nos convictions. Nous votons évidemment toutes les motions de censure qui sont déposées par la gauche, mais nous n'oublions pas qu'à travers cette opération politicienne, le Parti socialiste cherche surtout à cacher le fait que si le budget a pu passer, si le budget de la sécurité sociale a pu passer, c'est aussi de sa responsabilité, puisque le Parti socialiste a refusé de voter les motions de censure sur ce sujet. C'est donc une nouvelle semaine extrêmement politique qui s'annonce, et vous pouvez compter sur les insoumises et sur les insoumis pour continuer à porter la parole du peuple, pour demander à que toute la vérité soit faite sur le scandale de Notre-Dame de Bétharram, pour rester fidèles aux engagements que nous avons pris devant les électrices et les électeurs. Bonne semaine à vous. C'est probablement la plus grave affaire de pédocriminalité des 50 dernières années. L'affaire se passe à Notre-Dame de Bétharram, un établissement privé, catholique, à quelques kilomètres de Pau. Pau, la ville de François Bayrou. Et c'est là qu'à une grave affaire de pédocriminalité s'ajoute un véritable scandale d'État. On décortique ensemble et de manière détaillée ce scandale. L'établissement est tristement connu pour des faits de violence physique, viols, agressions sexuelles sur des enfants, des centaines d'enfants, de 8 à 13 ans notamment, entre les années 1950 et 2010. C'est un véritable système de violence qui s'opère à l'intérieur de cet établissement privé sous contrat. Des centaines d'anciens élèves se sont constitués en collectif de victimes. Aujourd'hui, c'est 112 plaintes pour violences sur mineurs qui ont été déposées. Ces violences, François Bayrou ne pouvait pas les ignorer. À l'époque, il était parent d'élèves, sa compagne y enseignait le catéchisme. Il était aussi élu local, maire de Pau, président du conseil général, député du département, ministre de l'Éducation nationale alors que la première affaire éclate au grand jour en 1996. Il a même défendu l'établissement, notamment lorsqu'il était ministre, lors d'une visite officielle en 1996 pour protéger la réputation du département, disait-il. Et alors qu'il y avait une instruction en cours, qu'elle était donc couverte par le secret, il a tenté d'obtenir des informations auprès du juge en 1998. Ces révélations sont le fruit du travail d'enquête de Mediapart. Pour Paul Vannier, il est urgent et nécessaire de confronter Bayrou. Il y a donc une situation qui est absolument révoltante, choquante, de découvrir l'ampleur des violences qui ont été perpétrées dans un système de violence dans cet établissement privé sous contrat contre des dizaines de jeunes, et une incompréhension, une stupéfaction devant le silence du Premier ministre qui doit aujourd'hui absolument rendre des comptes devant les victimes, rendre des comptes devant la presse et devant la représentation nationale. Alors je vais, moi, s'il ne le fait pas, s'il ne répond pas aujourd'hui, l'interpeller très directement dans les jours qui viennent, parce qu'il y en a assez, à la fois de cette omerta sur les établissements privés sous contrat, des établissements qui sont par ailleurs très largement financés sur fonds publics, et on ne peut pas accepter, on ne peut pas supporter une seule seconde une forme d'impunité et de complaisance avec cet établissement privé catholique qui a manifestement permis d'organiser des violences terribles. Face au silence, Paul Vannier a posé une première question au gouvernement. Pour rappel, les QAG n'ont pas un rôle anodin. Avec elles, les parlementaires exercent leur mission de contrôle du gouvernement et appellent ainsi
a des réponses franches. Monsieur le Premier ministre, pourquoi n'avez-vous pas protégé les élèves de l'école Notre-Dame de Bétarame, victimes de violences pédocriminelles ? 112 d'entre eux ont déjà déposé plainte pour dénoncer les agressions sexuelles, les violences physiques et les viols dont ils ont été victimes au sein de cet établissement privé catholique béarnais par au moins 14 agresseurs des années 50 au début des années 2010. Père d'élèves scolarisés dans l'établissement, époux d'une professeure de Bétarame, président du conseil départemental, 20 ans député de la circonscription, ancien ministre de l'Éducation nationale, saisi à de multiples reprises de ces violences, vous avez toujours affirmé n'avoir rien su, rien vu, rien entendu. La chronologie reconstituée par Mediapart, Le Monde et la presse locale vous contredit pourtant entièrement. En 1996, ministre de l'Éducation, vous vous rendez sur place pour soutenir l'établissement après le dépôt par des parents d'élèves d'une première plainte pour violence sur leur enfant. En 1998, vous tentez d'obtenir à des fins personnelles des informations pourtant couvertes par le secret de l'instruction auprès du juge saisi du dossier d'un élève victime de viol. Ainsi, depuis le milieu des années 90, vous saviez, et alors que vos fonctions successives vous permettaient de protéger ces enfants, pendant 30 ans, vous avez choisi l'omerta. Vous êtes aujourd'hui Premier ministre. Comment expliquez-vous votre conduite aux Français ? Avez-vous depuis reçu d'autres alertes ? Voulez-vous l'impunité de cet établissement financé sur fonds publics ? Les anciens élèves de Notre-Dame de Bétarame que vous avez jusqu'ici choisi d'ignorer, les millions de victimes d'abus sexuels et tous les parents d'élèves de France attendent votre réponse. Du côté de la réponse de François Bayrou, 2 mensonges au moins. Bayrou affirme qu'aucune plainte n'a été déposée contre l'établissement alors qu'il était ministre de l'Éducation nationale. Pourtant, François Bayrou fut ministre de l'Éducation nationale de 1993 à 1997 et la première condamnation d'un surveillant général pour des faits de violence date de juin 1996. Second mensonge. Bayrou a affirmé également ne jamais avoir été informé des violences commises au sein de l'établissement. Or, plusieurs enquêtes journalistiques ont pourtant révélé qu'il a été directement saisi par des personnels de l'établissement de ces violences. Le juge saisi des différentes plaintes le maintient encore aujourd'hui. En direct des plateaux télé, Bayrou et lui ont échangé sur les différents cas. On écoute Paul Vanier et le juge saisi de l'enquête à l'époque. Il a choisi, je veux le dire aussi, de mentir sur le fait qu'il était au courant de l'existence de violences sexuelles dans cet établissement. En 1998, M. Bayrou, qui est député et président du Conseil général, va voir un juge chargé du dossier d'un enfant victime de viol. Il va le voir et lui demande des informations. Le juge le dit à Mediapart. Le dit dans le détail. Le juge indique à François Bayrou, le juge Mirand, en 1998, et il le dit en effet sur tous les plateaux depuis plusieurs jours, qu'il dit à l'époque à François Bayrou que les faits sont patents, avérés, qu'ils concernent plusieurs enfants. Et là encore, en 98, François Bayrou ne fait rien. François Bayrou était au courant des affaires de viol à Bétarame, au moins à partir de 1998. C'est en tout cas ce qu'affirme Christian Mirande. À l'époque, François Bayrou va à la rencontre de ce juge en charge de l'affaire, une rencontre d'ordre privé. Il était inquiet parce qu'il y avait un de ses enfants élève, qui était élève à Bétarame. Ce qui ne m'a pas choqué du tout, puisque tout le monde en parlait, les journaux locaux. Il n'a rien appris, en venant me voir, qui n'ait été publié déjà auparavant dans les médias. En plus de son fils, qui est donc à l'époque scolarisé dans cette institution catholique, sa femme y donne également des cours de catéchisme. Lors de cet échange informel, le juge Mirande lui confirme l'existence d'un cas avéré de viol et qu'un second est en cours d'instruction. Est-ce que vous vous souvenez de sa réaction quand même ? Oui, bien sûr. Il n'arrivait pas à le croire, il trouvait ça incroyable. Ce témoignage du juge Mirande interpelle quand on sait que François Bayrou a assuré en début de semaine devant les députés qu'il n'était au courant de rien. Je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence a fortiori sexuelle,
Jamais. Est-ce que vous croyez que nous aurions scolarisé nos enfants dans des établissements dont il aurait été soupçonné ou affirmé qu'il se passe des choses de cet ordre ? En l'occurrence, son fils était déjà scolarisé à Notre-Dame de Bétharram lors des premières affaires de viol. Hier soir, le porte-parole des victimes de Bétharram a annoncé que François Bayrou l'avait enfin appelé. Il lui reprochait de n'avoir eu aucun mot pour les victimes depuis le début de l'affaire. Plus tard dans cette même journée, Mediapart est formel. Bayrou ment. Un nouveau document montre qu'il était encore alerté en mai 2024. Alors pourquoi mentir encore ? Aucun Premier ministre ne devrait mentir devant la représentation nationale. C'est pourquoi Paul Vannier l'interpelle à nouveau le lendemain pour le mettre face à ses mensonges. Acculé, Bayrou cède sa réponse à Darmanin. Il se sait dans une situation qui pourrait le faire tomber. Moi, je n'interroge pas le père, le parent d'élève, j'interroge le Premier ministre de la France, j'interroge celui qui a été pendant plus de 20 ans député de la circonscription où se trouve l'établissement Bétharram. J'interroge l'ancien président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques qui a la charge de la protection de l'enfance. J'interroge l'ancien ministre de l'Éducation nationale qui se rend dans cet établissement pour apporter son soutien à l'établissement après qu'une première plainte par des parents d'élèves ait été déposée parce que leur enfant a été victime d'un coup qui a fait perdre l'audition à cet enfant et cette plainte conduira un peu plus tard à une première condamnation d'un surveillant. Il nie avoir été informé des violences sexuelles. Tout contredit la version de M. Bayrou. M. Bayrou, d'ailleurs, lui-même se contredit. Il s'est contredit à l'Assemblée nationale, faisant évoluer sa version entre les premières questions au gouvernement de mardi et celles de mercredi. Et vos confrères, ceux de Mediapart, ceux du Monde, ceux du Sud-Ouest, ont établi une chronologie qui contredit entièrement la version de l'actuel. Il ment, il a menti devant la représentation nationale. À 2 reprises. C'est extrêmement grave et c'est encore plus grave parce qu'il ment au sujet d'une affaire pédocriminelle. Il y a 112 plaintes déposées. Il y a 14 agresseurs potentiels. C'est peut-être l'une des plus graves affaires pédocriminelles qu'ait connue notre pays. Et si M. Bayrou ment, c'est parce qu'il cherche à dissimuler qu'il savait et surtout qu'il n'a pas agi. Parce que quel était son intérêt de ne pas agir ? Mais je ne sais pas. Mais comme député, vous devez, quand vous êtes informé de délits ou de crimes, faire ce qu'on appelle un article 40, saisir le procureur de la République. Quand vous êtes ministre de l'Éducation nationale, vous pouvez diligenter des inspections administratives d'établissements de ce type pour garantir la protection des enfants. Tout ça, M. Bayrou ne l'a pas fait et pendant 30 ans, il a contribué à une forme d'omerta. Car oui, les Insoumis, comme une partie de la gauche, demandent sa démission. C'est trop grave pour que le Premier ministre reste en place. Depuis, les médias se saisissent enfin de ce qui est un véritable scandale d'État. Manuel Bompard, au micro de RTL, rappelait les faits d'une extrême gravité. Quelles conséquences pour vous à ce scandale d'État ? Qu'est-ce que vous demandez ce matin ? D'abord, je pense que la moindre des choses, ce serait que François Bayrou s'explique sur ce sujet, qu'il s'enferme pas dans le silence et dans le déni. Et après, moi, j'assume de dire que je considère qu'un ministre, un Premier ministre, un homme politique qui manifestement a couvert des faits d'une telle gravité et qui en plus s'enfonce dans ce mensonge ne peut pas rester décemment Premier ministre. Donc vous demandez sa démission ? Évidemment. Enfin, comment peut-on imaginer qu'il puisse comme ça venir mentir à plusieurs reprises devant la représentation nationale qui lui demande de s'expliquer sur des faits d'une telle gravité. Il a fait comme Jérôme Cahuzac en quelque sorte ? Vous faites un parallèle ? Non, je fais pas de parallèle parce que les faits sont pas les mêmes. En ce qui concerne Monsieur Cahuzac, c'était des faits graves évidemment, mais c'était des faits de... Oui, mais il a menti devant la représentation nationale. Ça, je pense que oui. Mais à propos de faits qui sont des faits beaucoup plus graves. Enfin, imaginez, on parle d'enfants qui ont subi des violences et des violences sexuelles, c'est totalement odieux. Mais ce que je trouve particulièrement choquant, je vais vous dire, c'est le silence dans la classe politique de manière générale. C'est-à-dire, heureusement qu'il y avait mardi un député insoumis pour poser une question à Monsieur Bayrou sur ce sujet, et puis ensuite mercredi un député insoumis et un député écologiste. Mais le camp macroniste n'a rien à dire sur ce sujet, ne se pose pas de questions, n'est pas choqué par ces révélations. Je trouve ça totalement stupéfiant. Si certains groupes politiques comme la Macronie, la droite et l'extrême droite se taisent et participent ainsi à l'omerta, et que certains médias restent encore timides, les témoignages des victimes, eux, affluent. Le collectif de victimes manifeste aux abords de l'établissement. Il y a des témoignages des anciens élèves ou de leurs familles, et ainsi des générations suivantes qui racontent les traumatismes. On les retrouve dans une enquête du Monde ou dans un reportage de BFM. 1957 arrive au dortoir un jeune ecclésiastique dont nous avions une peur irraisonnée. La suite vous la subodorez. Venir la nuit soutane ouverte, accroupi au pied de mon lit, pour venir me faire des attouchements et des fellations. Vous dire que j'étais terrorisé
et incapable de la moindre réaction. Puis il allait faire sa macabre mission sur d'autres copains, avec toujours le même lexique, rendormez-vous, c'est rien, c'est rien. Et des témoignages, on en retrouve aussi des dizaines et des dizaines sur Twitter par exemple, comme celui de Clarisse. Elle écrit « Mon grand-père, entre guillemets, passage, a été envoyé à Betaram à 8 ans. Il en est revenu brisé. Je l'ai peu connu. Il est mort de ses excès. Les conséquences d'une enfance maltraitée sont lourdes et pèsent même sur les générations suivantes. La désinvolture de Bayrou est une claque, nous dit-elle. Tous racontent l'enfer qu'ils ont vécu. C'était de notoriété publique dans le département. De l'extérieur, l'établissement était synonyme de terreur. Pourtant, cette semaine a été marquée par les nombreux mensonges de François Bayrou. Vendredi, Mediapart sortait un nouvel article avec de nouvelles archives de l'affaire de 1996, prouvant l'implication de François Bayrou. À l'époque, une professeure tente de briser le silence, tente de briser l'omerta. Mais le ministre de l'Éducation de l'époque, François Bayrou, maintient sa confiance dans l'institution religieuse. Voici ce qui ressort de plusieurs articles de l'époque. Ce samedi, François Bayrou décide de se rendre sur place pour rencontrer le collectif de victimes. À cette occasion, il s'engouffre encore un peu plus dans ses mensonges et indique qu'il savait. Une nouvelle version alors, mais toujours la même conclusion. Il savait, mais n'a rien fait. Comme ça a été publié hier, vous le savez, quand j'ai appris en 1996, alors que j'étais ministre de l'Éducation nationale, la première plainte. À la suite de la conférence de presse du Premier ministre, le président de l'association Move Enfants, un mouvement de lutte contre toutes les formes de violences faites aux enfants, réagit au micro de France Info. Dignité pour les victimes. Toutes les victimes sont dignes. Les victimes de l'abbé Pierre sont dignes. Moi-même, quelque part, je le suis. On l'est tous. Il a du respect, quoi. Je veux dire, François Bayrou à côté, c'est le politicard, quoi. Voilà, je le dis de cette manière-là. Il sort les bons mots. J'étais pas au courant. Ah, vous savez, je connais pas tous les amis de ma femme, etc. Enfin, vous voyez, c'est bon, quoi. Je veux dire, allez, on arrête là. On arrête le cinéma. Il y a eu combien de gamins qui ont été massacrés dans cet établissement? On ferme, temps mort, etc. Qu'on arrête un peu. Et c'est les victimes qui sont là. Moi, je trouve ça scandaleux. Franchement, sincèrement, j'entends ça. J'entends la dignité, effectivement, de quelqu'un que je connais en plus comme Alain. Je vois mes autres camarades qui sont derrière, qui disent rien, vous voyez, qui sont là. Ah bah oui, puis lui, il les appelle toujours François Bayrou. Vous avez entendu dans son discours? Les garçons qui sont derrière. Les garçons, en fait, Monsieur Bayrou, sont des hommes, en fait. Ils étaient garçons quand ils étaient victimes. Aujourd'hui, ce sont des hommes. Non, ce sont plus. Arrêtez de nous infantiliser, là, les victimes. On n'a pas besoin d'être infantilisés. C'est scandaleux de se comporter comme ça. Il y a des enfants en danger, et lui, il découvre un océan, pas un océan, un continent de je sais même plus trop quoi, enfin, inconnu. Enfin, on a l'impression de partir en terre inconnue ou je sais pas trop quoi. C'est une honte de dire ça. Attendez, je vais vous dire ce qu'il faut dans ce pays. Il faut un peu de courage politique. C'est très simple, en fait. Vous avez une justice. La justice, c'est pas l'église. C'est pas l'église qui doit traiter, en fait, c'est eux-mêmes, se faire justice eux-mêmes. C'est la justice. Il y a une justice d'exception. Il y a un massacre de masse, 330 000 victimes de pédocriminalité dans l'église. On compte même pas les enfants en situation de handicap. On est à plus d'1 million. Ça veut dire que la justice, elle doit répondre à tout ça. Elle doit dire, évidemment, temps mort. On met ça sous quoi? Sous contrôle judiciaire. C'est ce qu'a fait l'église de Chicago sur l'État de New York, etc. C'est ce qu'ont fait les Australiens, etc. Non, en France on dit ah non, ça c'est pas la religion, vous comprenez, etc. On découvre, on savait pas. Non mais sincèrement, on crache au visage des victimes et au plus haut sommet de l'État, c'est le Premier ministre qui parle et qui se fait passer pour le maire de Pau. Mais sincèrement, moi ça me met dans un état. Franchement, je comprends mon camarade qui est digne parce qu'il est à côté. Je serais sûrement de la même manière, mais moi d'ici, je trouve ça révoltant et ça me dégoûte à un point. Mais c'est même, enfin voilà, pensez aux victimes, soutien aux victimes, et franchement, on se laissera pas faire. Regardez-nous bien, on s'est déplacé à Betaram. S'il faut, on ira jusqu'à Matignon. Moi, je vous le dis, c'est inacceptable. On sait aussi qu'un rapport officiel accablant sur la situation et les violences au sein de l'établissement a été transmis à François Bayrou en 1996. Paul Vanier décortique les mensonges du Premier ministre et nous fait un focus sur ce fameux rapport. Oui, mardi, le Premier ministre a menti devant la représentation nationale et c'est François Bayrou qui en a fait la démonstration par lui-même aujourd'hui. Mardi, le Premier ministre a dit aux députés qu'il n'avait, je le cite, jamais été informé de quoi que ce soit de violence. Et aujourd'hui, à Pau, il nous dit qu'en 1996, alors qu'il était ministre de l'Éducation nationale, il commande un rapport sur les violences de l'établissement Betaram. Et ce rapport a été publié hier par vos confrères du Figaro. Il est accablant. Il faut le lire. Il décrit des châtiments corporels des enfants placés nus la nuit dans la cour de récréation pour les punir. Il parle de conception de la discipline qui pose problème. Il indique que dans cet établissement, il y avait des élèves surveillants
des élèves chargés de surveiller d'autres enfants. Et ce rapport, François Bayrou le commande alors qu'il sait qu'un parent d'élève a déposé une plainte parce que son fils a reçu un coup, le coup d'un surveillant l'ayant rendu sourd. Donc imaginez, vous êtes ministre de l'Éducation nationale, vous recevez un rapport aussi grave dans un contexte aussi lourd et François Bayrou choisit de ne rien faire. Pire, il se rend sur place. Il semble lui-même découvrir le rapport en question aujourd'hui. Il se rend dans l'établissement pour apporter son soutien à l'établissement. Donc, Monsieur Bayrou a menti. Et il a menti pourquoi ? Vous pensez qu'il l'avait, le rapport ? Oui, il le dit lui-même. Il a dit tout à l'heure à Pau qu'il avait eu ce rapport et que ce rapport, à l'époque, dans la presse, dans Sud-Ouest, il indique que ce rapport, il le présente comme, je le cite là encore, positif et favorable. Pour lui, c'est un rapport positif et favorable, alors qu'il est accablant, je le redis, et j'invite chacune à aller le lire, parce qu'il décrit des faits de violence sur les enfants extrêmement graves. Mais donc, François Bayrou est au courant et ne fait rien, et voilà pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, pendant 30 ans, il a menti. Il a menti pour dissimuler une chose, c'est qu'alors qu'il avait les moyens d'agir, d'empêcher ces violences, de les dénoncer à la justice, de protéger les enfants pendant 30 ans, comme ministre, comme député, comme président du conseil départemental chargé de la protection de l'enfance, François Bayrou n'a rien fait. Alors, les Insoumis ne lâcheront pas. C'est trop grave. Les mensonges de Bayrou ont bien trop de conséquences. Nous appelons évidemment à sa démission. Et c'est ça, aujourd'hui, qui, je crois, le place dans une situation qui rend impossible sa prolongation de sa présence à Matignon. C'est quoi la suite, alors, politiquement ? C'est sa démission. Un Premier ministre qui a menti à 2 reprises à la représentation nationale, sur des faits aussi graves, sur des faits de violence pédocriminelle, ne peut pas se maintenir à la tête du gouvernement de la France. C'est impossible. Cette situation est révoltante, elle est choquante, et elle devrait interpeller tous les députés, tous, quelle que soit leur appartenance politique. Comment accepter cette situation ? Elle devrait interpeller le président de la République. C'est aussi ce soir sa responsabilité à lui qui est engagé si M. Bayrou se maintient à son poste alors qu'il est coupable de ce mensonge et de n'avoir rien fait pour protéger des enfants alors qu'il avait le pouvoir de le faire. Nous souhaitons également la création d'une commission d'enquête sur les défaillances du contrôle des établissements privés sous contrat par l'État. Car oui, autre révélation, et alors que cet établissement est financé par l'État et malgré toutes les alertes depuis des décennies, jamais Notre-Dame de Bétharram n'a été contrôlée. Sur ce sujet, vous pouvez aussi aller regarder du côté du rapport que Paul Vanier a rédigé l'an passé sur le financement des écoles privées. Nous restons donc en alerte sur ce qui est un véritable scandale d'État. Le scorbut est une maladie qui se déclenche à la suite d'une carence en vitamine C. Après avoir disparu, elle refait finalement son apparition. Le scorbut est surtout une maladie éminemment politique et dramatique. Mathilde Panot nous raconte. Début 2025, un signal est apparu qui devrait inquiéter l'ensemble de la classe politique et médiatique de ce pays. Pourtant, vous n'en avez pas ou quasiment pas entendu parler. Le scorbut est revenu dans notre pays. Le scorbut a touché 888 enfants en 10 ans. Le scorbut, qu'est-ce que c'est ? C'est une maladie qu'on croyait rester dans les livres d'histoire. Le scorbut est lié au manque de vitamine C, notamment au manque de produits frais consommés, par exemple les fruits, les légumes, les agrumes, et était ce qu'on appelait la maladie des marins qui, justement, ne consommaient pas ces produits frais. On le retrouve ensuite au XIXe siècle, plutôt dans des endroits avec des fortes précarités, au moment notamment où il y avait des bidonvilles. Cette maladie était disparue en France et elle réapparaît avec force. Elle réapparaît notamment du fait de la précarité alimentaire qui ne cesse de réaugmenter dans notre pays. C'est un signe aussi puissant que celui de l'augmentation, de la réaugmentation depuis 2015 de la mortalité infantile dans notre pays. Dans les années 1980, la France était 5e pays de l'OCDE avec le taux de mortalité infantile la plus basse. Aujourd'hui, nous sommes 20e pays de l'OCDE, donc cette situation ne cesse de se dégrader, la mortalité infantile ne cesse d'augmenter, et vous le savez, la mortalité infantile est un des indicateurs pour connaître le niveau de développement et de bien-être d'un pays. Voilà à quel état Emmanuel Macron et sa politique ont depuis 7 ans ramené la France à un pays où une maladie de la misère, une maladie politique réapparaît chez les enfants, avec pour beaucoup de ces enfants des errances, puisque on ne sait pas bien identifier cette maladie, qui avait disparu notamment avec la sécurité sociale, qui se retrouve donc avec des douleurs osseuses, des douleurs musculaires, des saignements des gencives, et dont souvent on tarde à pouvoir les diagnostiquer et donc à pouvoir les soigner. Voilà ce qui revient dans ce pays. Et les médecins qui alertent
sur l'explosion du nombre de cas de scorbut chez les enfants alertent sur le fait que c'est directement lié au prix de l'alimentation et justement à cette précarité alimentaire. Les cas de malnutrition sévère ont augmenté chez les enfants de 20% depuis 2020. Dans notre pays, plus d'1 million d'enfants ne mangent des fruits et des légumes qu'une fois par semaine ou moins, et 1 enfant sur 5 saute au moins un repas par jour. Emmanuel Macron a ramené la France à l'état d'un pays qui a faim, et ce sont les enfants qui en premier en subissent les conséquences. Et on voit ce mouvement se produire dans d'autres pays, au Royaume-Uni, aux États-Unis. On voit par exemple le rachitisme revenir, la gale revenir, qui sont eux aussi directement liés à des carences alimentaires et à la surpopulation dans un logement. Il faut donc un plan d'urgence pour faire en sorte que ces maladies politiques, ces maladies de la misère disparaissent de nouveau dans ce pays. Et cela commence par bloquer les prix des produits alimentaires, ce que le gouvernement refuse de faire depuis des années. C'est aussi évidemment l'augmentation des salaires qu'il faut faire pour éradiquer la pauvreté et la misère dans ce pays, et notamment la pauvreté infantile, puisque 1 enfant sur 5 dans ce pays vit avec une famille sous le seuil de pauvreté. C'est la gratuité de la cantine scolaire sur laquelle nous nous battons depuis des années, puisque la cantine scolaire est de plus en plus, parfois, le seul repas que vont avoir les enfants dans une journée. C'est aussi remettre de la médecine scolaire dans les différents établissements scolaires pour pouvoir détecter et pouvoir soigner correctement les enfants. La réapparition du scorbut devrait nous alerter toutes et tous. Et évidemment, nous continuerons à partir de ces éléments et du monde de malheur que ne cesse de creuser la politique macroniste, de dire non seulement qu'il faut censurer le gouvernement Bayrou et le pire budget austéritaire jamais vu dans la Ve République, mais que Emmanuel Macron parte enfin, parce que dans la 7e puissance économique au monde, tout le monde doit pouvoir vivre dignement, et à commencer par les enfants, parce que bien souvent dans un pays, on peut savoir comment va le peuple d'un pays à la manière dont sont traitées à la fois les personnes âgées, mais aussi les enfants. Un pays qui maltraite ses enfants est un pays qui maltraite son avenir. Le 1er février, la 3e édition des rencontres nationales des quartiers populaires était organisée à Toulouse. Sur place, c'est Camille qui interroge les députés. Ce samedi 1er février, nous étions à Toulouse pour les rencontres nationales des quartiers populaires. À l'initiative de cet événement, Éric Coquerel, député de la Seine-Saint-Denis. J'ai eu l'occasion de l'interroger et de lui demander comment était venue cette idée et comment avait-il organisé la première édition à Épinay, puis cette 3e édition à Toulouse. On l'écoute. Il y a quelqu'un qui a suivi, qui est Jean-Luc. Jean-Luc, dès ce moment-là, il suit, il vient faire un premier discours. Il parle pour la première fois de Nouvelle-France, novembre 2018. Et donc, on réunit 600 personnes. Il y avait déjà Assa Traoré qui était là. Moi, mon idée, c'était d'en faire tous les ans. Et puis, il y a eu le Covid, donc on n'a pas pu en faire plusieurs années. On a été très présent dans la marche contre l'islamophobie en novembre 2019, qui était une prise de position très claire contre le racisme. Il y a eu quelqu'un qui s'était fait agresser devant une mosquée. Et puis, une présence continue contre les violences policières, une présence continue sur tout ce qui était lié aux questions de racisme dans les quartiers, tout ce qui était lié. Et ça, j'allais dire que c'était plus dans nos habitudes, aux conditions de vie des gens, sur les questions de logement, etc. Tout ça nous a permis, au fur et à mesure, j'allais dire, de ne plus être éventuellement vécus comme des alliés, mais plutôt être vécus comme partie intégrante de la démobilisation. Là, aujourd'hui, ça s'est vu, par exemple, dans la manière de Assa Traoré, était présente toute la journée, enfin, elle était comme chez elle, quoi. Et donc, ces deuxièmes rencontres des quartiers populaires, c'était en janvier dernier, à Épinay. Pareil, gros succès, 600 personnes, on a travaillé. Donc, à chaque fois, l'idée, c'est de faire des ateliers où les gens font des propositions sur les thématiques qu'on met en place. Et je me suis à la fin à Épinay, je me suis dit, bon, pour que ça se pérennise et que ça prenne une dimension encore plus nationale, faut aller ailleurs. Parce que sinon, ça va être toujours vécu comme finalement essentiellement autour d'Épinay, puis essentiellement autour de moi et de mon équipe. Et donc François Pittmal a accepté de prendre le relais à Toulouse. Et donc c'est comme ça qu'il y a eu ces 3e rencontres, cette fois-ci à Toulouse, dans une salle près d'un quartier populaire. Et là, qui avait pour fonction de travailler sur les municipales, donc d'essayer de faire des mesures qui vont être après, j'allais dire, mises au service qui veut, notamment du mouvement Insoumis pour les prochaines municipales, et qui soient issues de ce travail, et qui, c'est important de le dire, a été préparé par une 30aine de rencontres locales
un peu partout en France, qui fait que là, ici, au moment où on se parle, sur les centaines de personnes qui sont là, il y a des gens d'un peu partout, des gens de Strasbourg, des gens de l'Île-de-France, des gens du Nord, des gens de la Somme, des gens de Marseille, etc., etc. Alors du coup, aujourd'hui, on est à Toulouse pour la rencontre nationale des quartiers populaires. Donc Zaya, est-ce que tu peux te présenter et me dire pourquoi tu es venue aujourd'hui ? Alors moi je suis Zaya Hamdan, députée de la 2e circonscription de la Somme et je suis venue à cette 3e rencontre nationale des quartiers populaires ici à Toulouse, nous sommes le 1er février, parce que c'est une thématique qui est très très importante. Moi dans ma circonscription et notamment dans la ville d'Amiens, j'ai plusieurs quartiers populaires et donc du coup une population qui est concernée par ces thématiques-là, des thématiques de problèmes de logement, des problématiques d'accès au transport, des problématiques d'accès aux services publics. C'est de la démocratie et de l'égalité et de la citoyenneté qu'il faut remettre au cœur du dispositif des quartiers populaires pour que les personnes puissent vivre dignement. Et du coup, en amont, vous avez organisé une rencontre à Amiens avec des personnes de ta circonscription. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer la démarche de cette rencontre ? Oui, alors nous avons privilégié le quartier Itouvi d'Amiens, qui est le quartier le plus pauvre d'Amiens, avec 48% de la population qui est sous le seuil de pauvreté, qui vit sous le seuil de pauvreté. Et c'est une mini-ville dans la ville en fait, puisque ça concentre plus de 7000 habitants dans ce quartier. Et effectivement, c'est un quartier qui se paupérise au fil des années, alors qu'on est à 10 minutes en bus du centre-ville d'Amiens, et vous n'avez qu'une seule ligne de transport de bus qui relie le centre-ville à Amiens, à ce quartier Itouvi. Et du coup, est-ce que tu es venu aujourd'hui avec des propositions à soumettre autour des tables, des échanges que vous avez pu avoir toute la journée ? Alors sur la question de la participation autour de la démocratie et de la citoyenneté, oui, les habitants sont force de proposition. Ils ont une expertise, ils ont une expérience et comme je le disais tout à l'heure, ils aiment leur quartier et ils ont des propositions justement pour que leur quartier aille bien et qu'ils puissent tous vivre correctement dans leur quartier. Sur la question des commerces, la question d'une pharmacie à proximité, la question d'un supermarché à proximité, d'avoir des transports en commun, des bus de façon régulière pour qu'ils puissent aller en centre-ville ou dans d'autres quartiers d'Amiens. Et est-ce que les échanges que tu as eus aujourd'hui avec les personnes qui sont venues de partout en France, est-ce que vous retrouvez plus ou moins les mêmes problématiques ? On se rend compte qu'il y a un véritable désengagement de l'État par rapport à ces quartiers dits populaires et notamment aux politiques de la ville qui peuvent être mis en place. Le constat qui est fait également, ce sont des populations qui ne votent pas, donc qui n'intéressent pas les collectivités ou l'État. Et là, l'idée, c'est vraiment d'être force de proposition comme on l'a fait aujourd'hui avec toutes les associations, les collectifs qui sont ici présents et de créer justement, de faire peut-être boule de neige dans d'autres villes où il n'existe pas ces associations et ces collectifs pour justement peser et faire en sorte, en tout cas en un premier lieu, que les gens puissent aller voter et que leur voix puisse compter. Et je pense que quand les gens se déplaceront pour voter, il y aura un petit peu plus de considération pour leurs besoins et leurs demandes. Après Zaya, j'ai eu l'occasion d'échanger avec Carlos, député du Val d'Oise. Lui aussi avait fait le déplacement jusque Toulouse avec des militants de sa circonscription et des gens des quartiers populaires pour pouvoir échanger sur leurs problématiques. On l'écoute. Je suis très heureux d'être à Toulouse avec plein de camarades. Moi, dans ma circonscription à Garges-Gonesse, on avait fait une rencontre locale. On avait abordé différents sujets. Et dès qu'on est venu aujourd'hui se réunir dans les tables rondes, on s'est rendu compte que ce qu'on a évoqué, il y a beaucoup de similitudes avec d'autres villes. Et en fait, c'est super intéressant de chercher ensuite des solutions à des problèmes communs. Et c'est ce qu'on a pu constater aujourd'hui, c'est que les problèmes sont assez similaires dans les villes populaires, dans les quartiers populaires. Et quand les gens aujourd'hui veulent se saisir dans les politiques, c'est une très bonne chose parce qu'ils veulent participer. Et c'est ces personnes-là qui ont participé aussi lors des élections du 30 et le 7 juin qui a permis de voir 193 députés du NFP arriver à l'Assemblée nationale et qui a permis aussi de bloquer les 27 sondages que nous disaient perdants face à Marine Le Pen et à M. Barbella. Donc c'est une continuité de la mobilisation qu'on a eue pendant les élections législatives anticipées. Les propositions fortes, je parlais d'écologie populaire où une dame a évoqué une structure qui doit être à taille humaine
en termes de circuit court. L'accès dans les quartiers populaires, c'était précisément à Toulouse sur des produits bio à prix intéressant qui soient payés par la collectivité. Lors de ces rencontres, Adrien Chloé, député de Toulouse, mais aussi co-responsable du programme L'Avenir en commun, était présent. L'occasion pour lui de rappeler la méthode et l'intérêt que peuvent avoir ces rencontres pour enrichir notre programme. Pour nous, faire ce type d'événement, c'est pas juste venir écouter des bonnes paroles et faire oui de la tête poliment. Il y a un objectif qui est un objectif politique. On vient pour apprendre. On vient pour entendre et pour apprendre de ce qu'on a entendu. Parce que, en tant que formation politique, on porte un programme. C'est-à-dire on a des idées, quelques-unes, sur comment il faut changer la vie et avec qui il faut la changer. Eh bien, c'est avec vous qu'on veut la changer et c'est en partant de vos idées qui sont une boussole pour avoir une vraie réflexion qui parte des besoins des gens. Pas une réflexion en chambre ou dans je ne sais pas quel salon bourgeois ou en se demandant si Bernard Arnault a envie de payer des impôts. Ça, on s'en fout. Le sujet, c'est comment les gens vivent et comment on s'organise collectivement pour qu'ils vivent mieux. C'est maintenant l'heure de la carte blanche de l'Institut La Boétie. En janvier, l'Institut lançait sa nouvelle édition de leur journée économique. Émilien revient sur les différents sujets et enjeux abordés. Bonjour. Samedi dernier, le département d'économie de l'Institut La Boétie organisait ses journées économiques 2025 autour d'une question stratégique absolument importante pour notre camp, que faire de l'entreprise ? Dans cette carte blanche, on vous raconte. Alors, les journées économiques, c'est notre rendez-vous annuel de débat économique contradictoire qui fait dialoguer des économistes appartenant à différentes écoles, des syndicats de salariés et des syndicats de patrons, des dirigeants d'entreprises et des parlementaires. Le but de ces échanges, c'est de mettre à profit la contradiction avec les économistes libéraux et avec les forces vives qui représentent le capital pour continuer à développer et continuer à structurer notre propre pensée économique qui est basée sur la rupture avec le capitalisme et sur la planification écologique. Lors de ces journées économiques 2025, le MEDEF a pris part à notre discussion. Et sa présence en dit beaucoup sur le chemin qui a été parcouru par notre famille de pensée économique. En fait, c'est la marque que le centre de gravité dans le champ économique se déplace vers nous. Aujourd'hui, l'organisation de l'économie que nous proposons fait de nous des interlocuteurs sérieux. Lors de cette journée, donc, les débats ont porté sur l'entreprise. La question qui a été le fil conducteur, que faire de l'entreprise, est en réalité trop souvent laissée à la droite. Or, comme l'entreprise est l'unité de base de la production pour la société, elle doit aussi être intégrée au raisonnement économique de notre camp. Dans la pensée libérale, l'entreprise est une entité autonome. C'est un nœud de contrat qui engage des individus libres. Elle est mue par la concurrence libre et non faussée sur le marché. Et selon cette théorie, l'entreprise concourt à la maximisation des profits et dans le même temps à l'intérêt de tous. C'est évidemment loin d'être le cas dans la réalité. Les entreprises ne sont pas autonomes, elles sont dépendantes de tout un type de réseau et elles sont traversées par des intérêts contradictoires. Et la course au profit qu'elles mènent exerce des effets destructeurs à la fois sur les salariés et sur les écosystèmes. Il est donc essentiel, et c'est le but de nos journées économiques 2025, de repenser l'organisation de l'entreprise, de repenser ses objectifs et la manière dont on la régule à partir de notions telles que le collectif de travail, l'économie au service des besoins et la planification écologique. La journée a débuté avec une première table ronde qui avait pour titre « Qui doit diriger l'entreprise ?» C'était un premier axe de réflexion sur l'entreprise autour de la question « Quel mode de gouvernement est le plus approprié au sein de l'entreprise ?» et en fait, quel mode de propriété ? Parce que les actionnaires ne sont pas les seuls à pouvoir posséder une entreprise. Dans les coopératives, par exemple, ce sont les salariés qui sont propriétaires et qui, à ce titre, décident de l'organisation de leur travail et de comment on répartit la richesse. Cette première table ronde a donné lieu à un échange entre le vice-président du MEDEF, qui a défendu la domination actionnariale sur l'entreprise, et Jean-Luc Mélenchon, qu'on écoute tout de suite. Donc vous serez obligé d'aller au rapport de force. Et je trouve que l'impuissance dans laquelle on est à répondre clairement qui doit décider, c'est un problème idéologique fondamental. Est-ce qu'on peut dire ceux qui doivent décider, c'est le grand nombre? Et tout à l'heure on peut citer Jaurès. C'est lui, la phrase elle est géniale. Il dit « La Révolution a laissé les Français rois dans la cité et serfs dans l'entreprise ». Est-ce que oui ou non, on croit que le collectif de travail est capable de prendre les bonnes décisions pour le travail? Oui ou non? Si on pense non, c'est plus la peine d'en parler. Et qu'on nous dise, bon non, écoute, tu rêves, ça marche pas ce truc-là, ça fonctionnera jamais. Mais si oui, alors pourquoi on le fait pas?
Lors de cette table ronde, nous avons aussi entendu sur ce sujet Sophia Chikirou, députée insoumise de Paris et rapportrice du budget de l'État dédié à l'économie sociale et solidaire, Jean-Hervé Lorenzi, qui est le fondateur du Cercle des économistes, Mireille Bruyère, qui est une économiste atterrée, et Fatima Belarej, déléguée générale de la Confédération générale des SCOP et des SIG. À l'issue de ce premier échange, la journée s'est poursuivie avec la deuxième table ronde, intitulée « Comment mener à bien la transformation écologique des entreprises, le cas de l'industrie automobile ». Si on a choisi de parler du secteur automobile, c'est parce qu'il est aujourd'hui à la croisée des chemins. Les constructeurs automobiles ne peuvent plus continuer à licencier et à délocaliser leurs activités pour chercher toujours plus de profit. Ils doivent désormais faire face à une obligation légale, d'ici 2035, ne produire que des véhicules électriques. Et évidemment, c'est un enjeu majeur pour eux qui nécessite de bouleverser la production. Et donc, pour nos invités, la discussion sur les enjeux du secteur automobile a été un point de départ pour interroger la manière de conduire la bifurcation écologique au niveau des entreprises. On écoute tout de suite Aurélie Trouvé, présidente de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale et co-animatrice du département d'économie de l'Institut La Boétie, nous présenter comment la bifurcation écologique nécessite une planification de l'économie. Bifurquer, d'abord, sur le plan écologique est absolument nécessaire et demande une planification et que ça ne peut pas se faire par petits bouts. C'est-à-dire que ça sera forcément une grande révolution productive qui, en fait, concerne la totalité de la production. Je dis ça parce que c'est pas du tout la même vision que les néolibéraux qui s'y prennent bout par bout et de manière totalement désorganisée et que, évidemment, tout ça demandera une véritable planification qui n'a plus lieu depuis des dizaines d'années en France en partant, et Jean-Luc l'a très bien dit, des besoins. Pourquoi on veut produire, pour qui, pourquoi, avec qui et comment. Lors de cette deuxième table ronde, Aurélie Trouvé a discuté avec Bernard Julien, qui est un économiste spécialiste du secteur automobile, et avec Aziz Bouabdella, qui est secrétaire fédéral de la CGT Métallurgie. La journée s'est ensuite poursuivie avec la troisième table ronde qui a posé la question du travail dans l'entreprise et de son contenu. Elle avait pour titre « Des salariés heureux, une entreprise sans souffrance, est-ce possible ?» Dans la pensée libérale, il est frappant de constater à quel point il est fait abstraction des travailleurs dans l'entreprise. Ils sont réduits à la qualité de ressources, et cela alors même que ce sont eux qui produisent la richesse. Et justement aujourd'hui, ce que l'on remarque, c'est que le travail se dégrade à tous les niveaux dans l'entreprise, au détriment des salariés. Ce sont d'abord les conditions de travail qui se dégradent, les rythmes du travail augmentent et exposent à plus de risques pour la santé, mais c'est aussi le contenu du travail qui se dégrade et qui provoque pour les travailleurs une perte de sens dans l'accomplissement de leurs tâches. Tout cela mène à une épidémie de souffrance et cette épidémie est notamment aggravée par l'affaiblissement des instances de représentation des travailleurs, au premier rang desquelles l'inspection du travail. Forcément, cette organisation du travail pathologique dont on perçoit très bien les effets néfastes soulève une question légitime. Est-ce vraiment la manière la plus rationnelle d'organiser le travail ? La réponse est non. D'autres organisations sont possibles. On écoute à présent la chercheuse Anaïs Bonanno présenter comment mieux protéger les salariés. Il y a la question du renforcement des moyens de l'inspection du travail, des moyens humains de l'inspection, puisque je le disais tout à l'heure, ils sont en diminution très nette et continue depuis plusieurs années. Il y a aussi la question du renforcement des dispositions légales du Code du travail sur certaines dimensions, donc d'avoir un droit plus protecteur pour les salariés. Il y a un an ou deux, il y a eu la question avec les vagues de chaleur de mettre en place un droit plus protecteur en matière de prévention des risques liés aux canicules, puisque chaque année, il y a plusieurs salariés qui meurent en raison de la chaleur sur leur lieu de travail. Anaïs Bonanno, que l'on vient d'écouter, a discuté lors de cette table ronde avec Adrien Clouet, député insoumis et membre de la Commission des affaires sociales, et avec l'économiste et statisticien Thomas Coutreau. Ensemble, ils ont notamment évoqué les pistes pour permettre une meilleure sécurité au travail et une réappropriation par les travailleurs de leur organisation. La journée s'est enfin conclue par une quatrième table ronde intitulée « Quel rôle de l'État dans le financement et dans la régulation des entreprises ?» Pour cette dernière discussion, l'idée était de voir comment l'État peut-il intervenir pour orienter et soutenir l'activité de production des entreprises. Le point de départ, c'est qu'il n'est pas vrai, comme l'affirme pourtant la pensée libérale, que le marché se régule lui-même et que les entreprises se portent mieux sans l'État. Nos invités sont justement revenus sur les milliards d'euros d'aides publiques qui ont été versés sans aucune condition aux entreprises dans le but de soutenir leur activité. Ça a été le cas sous François Hollande et sous Emmanuel Macron. Et le résultat de ces politiques publiques est sans appel. L'argent versé va directement dans les poches des actionnaires, comme nous le rappelle l'économiste spécialiste des politiques fiscales, Sophie Côté. C'est aller pour moitié dans l'augmentation des profits des entreprises qui en ont bénéficié et pour moitié dans l'augmentation des salaires des salariés, pas en dessous de 2,5 fois le SMIC, au-dessus de 2,5 fois le SMIC. D'accord ? Donc là, on est vraiment dans un partage de rente. L'entreprise reçoit ce montant. Qu'est-ce qu'elle fait ? Pour moitié, elle augmente ses profits. Pour moitié, elle le donne à ses managers, à les personnes les plus qualifiées.
En fait, une autre intervention de l'État est nécessaire. Elle doit cibler les besoins. L'État doit jouer un rôle de stratège. Investir et aider massivement, oui, mais en conditionnant cela à des objectifs écologiques et sociaux. Écoutons Éric Baird, économiste et co-animateur du département d'économie de l'Institut La Boétie, expliciter cette vision. Refaire de l'État un acteur central dans l'économie. L'État, c'est le représentant, normalement, de nous tous, de la collectivité. Et donc, gouverner par les besoins, c'est dire on trace une direction collectivement. Quels sont les besoins sociaux, écologiques, auxquels collectivement, que l'on juge collectivement, qui sont des objectifs les principaux, indispensables, qu'il faut atteindre. Et ensuite, l'économie doit être un moyen d'atteindre, d'essayer d'atteindre ces objectifs. Lors de cette dernière table ronde de nos journées économiques 2025, sont aussi intervenus aux côtés de Sophie Côté et de Éric Baird que nous venons d'écouter, Nilo Schwenke, qui est membre fondateur du club de polytechniciens X Alternative, et Éric Monet, qui est économiste et historien, spécialiste de l'histoire de la planification française. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette chronique vous a donné envie d'approfondir les sujets abordés, vous pouvez retrouver chacune de ces 4 tables rondes sur la chaîne YouTube de l'Institut La Boétie, mais également sur notre site internet institutlaboétie.fr. Abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos prochains événements. Je vous dis à bientôt. C'est maintenant au tour de l'insoumission.fr. Ulysse nous parle cette semaine des morts à et de la rue. Quelle responsabilité a Emmanuel Macron ? Depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République, plus de 4352 personnes sont mortes à la rue. C'est le chiffre obtenu par l'insoumission.fr en se replongeant dans la terrible réalité des rapports du collectif des morts à la rue depuis 7 ans. Dans la 7e puissance économique du monde, des centaines de personnes meurent chaque année parce qu'elles sont privées d'accès à un droit aussi fondamental, aussi basique que celui d'avoir un toit au-dessus de sa tête. Une réalité dont Emmanuel Macron et François Bayrou ne parlent jamais. Et pour cause, ces morts sont la responsabilité du chef de l'État et de ses 6 premiers ministres depuis 2017. La traque des macronistes, de leurs complices et de leur politique antisociale est l'une des raisons d'être de l'insoumission. Alors pour la carte blanche de cette semaine, nous nous replongeons dans la profusion de nos contenus à ce sujet que vous pourrez trouver sur notre site. Comme ce texte du 9 janvier 2024 intitulé « Je gèle, mais il n'y a pas de place pour moi », qui rappelle que c'est ce même président qui pavanait en 2017 avant son élection en déclarant, je cite, que d'ici la fin de l'année, il n'y aurait plus de femmes et d'hommes à la rue. Très vite pourtant, la réalité des conséquences de sa politique néolibérale au service des ultra-riches a frappé notre pays. Dès son arrivée au pouvoir, Macron ponctionne les trésoreries des offices HLM pour payer des cadeaux fiscaux aux milliardaires et aux multinationales. La construction de logements sociaux s'effondre. Notre article du 8 février redonne les chiffres, on passe de 125 000 en 2016 à 82 000 en 2024. L'offre de logements sociaux diminue, mais les besoins augmentent. Dans notre article, 2,7 millions de ménages en attente d'un logement social, une crise qui ne cesse de s'amplifier, vous pouvez lire ce chiffre choc. 1/3 des Français vivent avec moins de 100 € à partir du 10 du mois. Et notre article, Logement, la loi qui menace de pousser 2 fois plus de personnes à la rue, détaille le coup de grâce que constitue la loi anti-locataire mise en place par Kasbarian au début du second mandat Macron. Cette proposition facilite les expulsions pour les personnes qui peinent à payer leur loyer. Résultat, on comptait 143 000 personnes sans abri en 2017, désormais, elles sont plus de 330 000. Macron a donc jeté 200 000 personnes de plus à la rue, et le décompte macabre qui en découle s'accélère. En 2017, 511 morts, 612 en 2018, 659 en 2019, au moins 587 en 2020, 624 en 2021 ainsi qu'en 2022, et plus de 735 en 2023. Ce triste décompte, fruit du travail considérable effectué par le collectif des morts à la rue, est en dessous de la réalité. Dans son rapport de 2023, le collectif écrit que le nombre réel de décès des personnes sans abri et sans logement personnel pourrait être 6 fois plus important. Dans la France de Macron, il n'y a même pas de chiffres crédibles, même pas de reconnaissance pour ces morts, symbole de la faillite totale du néolibéralisme triomphant dans la 7e puissance du monde. Achevons cette chronique par les mots de Jean-Luc Mélenchon à la tribune de l'Assemblée nationale le 12 janvier 2021. Nous sommes en train d'entrer dans les eaux glacées de la pauvreté de masse. Si aucune des conditions structurelles qui conduisent à la pauvreté de masse ne sont changées, nous y serons encore dans 10 ans. En témoigne l'état dans lequel nous avons laissé s'enfoncer les territoires dits d'outre-mer, qui de ce point de vue préfigurent la configuration générale de nos sociétés.
Ces mots résonnent terriblement aujourd'hui alors que cela fait déjà plusieurs semaines que Chido a dévasté Mayotte. L'État est toujours incapable de compter les morts. Stade terminal de l'abandon politique. Voilà pourquoi le départ d'Emmanuel Macron, réclamé par 61% des Français, est une urgence. Voilà pourquoi ne pas voter la censure de Bayrou, comme l'ont fait les députés du Parti socialiste et du Rassemblement national, est une honte. Les gens meurent, par milliers. Il y a urgence à chasser les cliques au pouvoir, à rompre avec leur politique pour enfin éradiquer la pauvreté. Et c'est déjà la fin de ce 8e épisode de votre podcast préféré, Touche pas à mon peuple. Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore fait, n'hésitez pas à vous y abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, YouTube, Deezer, Podcast Addict ou encore Amazon Music. Je vous invite aussi à partager cet épisode auprès de vos proches et de nous faire vos retours. On vous lit avec attention et on vous remercie pour tous vos commentaires positifs. N'hésitez pas à proposer vous aussi des sujets qui vous tiennent à cœur. On les notera tous. On essaie de toujours faire mieux. Je vous souhaite une très belle semaine, une semaine de lutte, de bataille victorieuse, une semaine d'opposition. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. J'ai hâte de vous retrouver.